L'Haïtien, un peuple qui chante et qui souffre, qui peine et qui rit. Un peuple qui rit, qui danse et se résigne. Il chante toujours, il chante sans cesse. Jean Price Mars, ainsi parla l'oncle, 1928. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère surtout que vous vous apprêtez à passer cette bonne heure avec nous au cours de laquelle nous allons réfléchir sur nos problèmes sociaux, économico-politiques. Ils sont connus de tous, nos problèmes. La vérité, c'est qu'on n'a pas suffisamment mis le doigt sur les causes de ces problèmes. Eh bien, aujourd'hui, je crois pouvoir parler de quelque chose de neuf. On dirait, ah, mais c'est prétentieux, d'accord. Parce que, imaginez, je viens de comprendre, enfin, la différence entre résilience et résignation. Ah, vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nos problèmes? Qu'est-ce que ça a à voir avec nos crises? J'ai l'impression que c'est le début de commencement de nos problèmes. Est-ce que nous savons faire la différence entre la résilience et la résignation? Nous allons parler de ces deux termes-là. Et selon mes habitudes, on va essayer de trouver des applications. Et vous comprendrez à la fin de l'émission que si nous en sommes encore là, ce n'est point parce que nous sommes résilients, c'est surtout parce que nous sommes résignants. Nous sommes des résignés. Donc j'ai voulu faire un jeu de mots. Sommes-nous résilients ou résignants? Restez là, vous allez voir que le jour où nous arriverons à transformer notre soi-disant résignation en autre chose, eh bien là, la face de nos pays changera. Je vous invite à rester avec nous. Nous allons dire comme d'habitude les vraies affaires. Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Ce matin, j'ai vraiment besoin de toute votre attention. Nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Avant la pause, on s'était promis de faire le distinguo entre résilience d'une part et résignation d'autre part, tirer, si vous voulez, au clair cette ligne de démarcation entre ces deux termes, entre ces deux concepts qui sont à l'opposé l'un de l'autre et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, chez nous, on les confond. On ne les confond pas volontairement, on les confond parce que nous avons été programmés à les confondre. Nous avons été programmés à les mélanger, comme s'ils avaient, ces deux termes-là, quelque chose à voir l'un avec l'autre. Mais je voudrais le reprendre. Cette façon par Jean Price Mars, cet ethnologue haïtien, de décrire l'haïtien, et il connaît bien les Haïtiens, il connaît aussi bien les Africains, les Antillais, il a écrit
plusieurs ouvrages sur eux, il a présenté des conférences sur les peuples noirs. Et ce qu'il dit ici des Haïtiens, il pourrait tout aussi bien le dire des Noirs en général, des Antillais, etc. Regardons, on va reprendre cette citation et tandis que je la lis, la citation, mais faites l'effort de réaliser à quel point chez nous, on met côte à côte des termes qui ne sont pas censés, n'est-ce pas, s'accompagner. L'Haïtien, un peuple qui chante et qui souffre, un peuple qui peine et qui rit. Pensons-y. Nous souffrons comme peuple noir, comme peuples antillais, comme haïtiens, et on nous a imposé le rire en sorte que nous en sommes venus à croire que peine et rire vont ensemble. Un peuple qui rit, qui danse et qui se résigne. Hein? Il chante toujours, ce peuple-là, il chante sans cesse. Dans un autre contexte, et plusieurs années plus tard, un autre intellectuel haïtien eut à dire qu'Haïti, et pas seulement Haïti, on pourrait mettre la Côte d'Ivoire, on pourrait mettre le Mali, on pourrait mettre, je ne sais pas moi, le Congo, on pourrait mettre la Martinique, mettez-en, ces pays majoritairement noirs, eh bien, François Leslie Manigat disait qu'Haïti, c'est le pays de la misère joyeuse. Pensons-y là. Ce sont les pays des oxymores, ce sont des pays des contradictions, le pays de la misère joyeuse. C'est comme si, à force de nous croire résilients, ce qui n'a rien à voir avec la résilience, nous finissons par transformer notre misère en joie, si bien qu'on dit d'Haïti, et ce que Leslie Manigat dit d'Haïti, il pourrait tout aussi bien le dire pour tout autre pays africain, pour tout autre pays antillais. Il a dit donc qu'Haïti, c'est le pays de la misère joyeuse. Et sauf que là, je n'y vois plus un compliment. Il ne faut pas que la misère soit joyeuse. Aussi longtemps que la misère reste joyeuse, on n'éprouve pas le besoin de la transformer, cette misère. On n'éprouve pas le besoin de la conjurer. Et c'est là où on nous piège. C'est là où on nous a piégés à l'école. C'est là où on nous a piégés dans nos religions. C'est là où nos ennemis internationaux et nos ennemis nationaux nous piègent en nous faisant croire que nous sommes des peuples résilients, alors qu'en réalité, là où il parle de résilience, il s'agit de fait de résignation. Alors, aujourd'hui, je vais humblement soumettre à votre méditation le fait que c'est peut-être cela, le début du commencement de nos malheurs. Le fait par nous de confondre résilience et résignation, et de nous croire résilients, quand au fait nous ne sommes que des résignés, nous ne sommes que des résignants. Et vous allez voir, la classe la plus résignée dans nos pays, c'est la fameuse classe moyenne, c'est la classe la plus réactionnaire, et c'est cette classe-là qui met un point d'honneur à transformer sa misère en joie. Voilà pourquoi il n'y a pas de révolution dans nos pays. Alors prenons le temps, puisque c'est le propos même de l'émission, de tirer au clair la différence entre ces deux termes-là. Qu'est-ce que la résilience? Vous notez que c'est un terme qui est galvaudé. À chaque fois qu'il y a une épreuve, à chaque fois qu'il y a une catastrophe humaine, une catastrophe naturelle, dans nos chaos, eh bien, nos ennemis, les premiers, disent « Ah, mais vous savez, nous sommes un peuple résilient. Hein, l'Haïtien est résilient, il va se relever. Ah, mais l'Africain est résilient, il va se relever. L'Antillais est résilient, il va se relever. » Sauf que vous notez que ce sont d'abord nos ennemis qui nous qualifient de résilients. Et cela devrait nous alerter parce que nos ennemis, parce qu'ils veulent précisément notre malheur, parce qu'ils nous exploitent, dès qu'ils nous collent un attribut, nous ne devrions point considérer cela comme un compliment. Nous devrions y voir au contraire un piège mental.
comme le disait Heidegger, tout est dans les mots. Les mots sont une façon de consigner, c'est une façon de conditionner nos réalités. Et dès lors qu'on accepte des mots qui ne nous conviennent pas, nous acceptons aussi qu'on nous transforme nos réalités. Alors, sommes-nous résilients comme peuple noir ou sommes-nous de préférence des résignés? Regardons la définition la plus convenue de la résilience. La résilience, simplement définie, c'est la capacité, suivez-moi bien, de rebondir après les épreuves. Je n'ai pas dit que la résilience, c'est la capacité de continuer de vivre, de continuer de s'adapter, de continuer de s'ajuster, de continuer de fonctionner, de continuer de se débrouiller après les épreuves. La résilience, c'est la capacité de rebondir, c'est-à-dire de faire un bond vers l'avant après les épreuves. Et ce mot-là existe, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas fait pour nous, parce qu'il ne décrit pas notre réalité. On trouve plusieurs exemples de résilience dans le monde des affaires, par exemple. Vous avez tel employé, homme ou femme, qui, après 10 ans, 15 ans, n'est-ce pas, de loyaux services dans une boîte, a été licencié par un patron. Bien sûr que c'est un coup de massue parce que cet homme-là ou cette femme-là ne s'attendait pas à être licencié après de si nombreuses années de loyaux services. Sauf que cette femme ou cet homme, parce qu'elle est véritablement résiliente, parce qu'il est véritablement résilient, va se servir du moment de son chômage, de l'épisode de son chômage pour tirer les leçons qu'il faut et pour passer à autre chose en faisant un bond vers l'avant. En général, cet ancien employé va dire à mon âge, ça ne me sert à rien d'aller cogner à la porte d'un autre patron pour trouver une job, pour trouver un emploi. Je vais considérer mes talents, je vais considérer mes aptitudes et je vais me lancer en affaires. Je n'ai pas dit que tout le monde a les aptitudes qu'il faut pour devenir entrepreneur, mais on a de nombreux exemples d'anciens employés qui se sont servis de leur licenciement, qui se sont servis justement de leur congédiement pour se lancer en affaires. Et il y en a beaucoup qui sont devenus riches, qui sont devenus, n'est-ce pas, indépendants de fortune, qui sont devenus millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis de cette épreuve-là, qu'est le congédiement. Ils se sont servis de cette épreuve-là, qu'est le licenciement, pour bondir vers l'avant en se lançant en affaires. En sorte que cette épreuve-là, qu'est le licenciement, cette épreuve-là, qu'est le congédiement, a été au fait le tremplin grâce auquel cet homme ou cette femme est allé, n'est-ce pas, en avant en devenant riche, en devenant indépendant ou indépendante de fortune. Ça, c'est la résilience. C'est la résilience. La personne ne s'est pas dit, écoutez, puisqu'on m'a congédié, je vais m'ajuster au chômage, je vais m'ajuster, n'est-ce pas, en demandant les services de bien-être social, n'est-ce pas, le welfare, comme ils disent là dans les pays anglo-saxons, mais cette personne-là s'est servie de cette épreuve-là pour faire un bond vers l'avant en se disant, moi aussi, je peux me lancer en affaires et je vais me servir de cela pour faire ce bond en avant. Nous connaissons des peuples qui sont véritablement résilients. Je connais au moins un peuple qui est véritablement résilient. Eh bien, je connais un pays qui est résilient, c'est le Japon, exemple. Seulement à la Seconde Guerre mondiale, ce pays était le théâtre de 2 bombardements américains. Imaginez. 2 bombardements américains, n'est-ce pas? D'ailleurs, les Américains ont fait l'essai des bombes nucléaires chez eux, avec tout ce qu'on connaît en termes de radioactivité, avec tout ce qu'on connaît en termes de catastrophes et de conséquences, n'est-ce pas, pour les vies humaines. Qui aurait dit, les amis,
que moins de 100 ans plus tard, nous sommes quand même à 77 ans après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, qui a été donné pour mort, qui a subi 2 bombardements de la part des Américains, est l'une des plus fortes économies du monde. C'est l'une des plus grandes puissances technologiques, c'est l'une des plus grandes puissances en matière de fabrication, n'est-ce pas, d'automobiles, pour ne parler que de cela. Ça, c'est un pays résilient. Ça veut dire que c'est un pays qui s'est servi de ses épreuves, non pas pour s'ajuster, non pas pour vivre comme il peut, mais voilà un pays qui s'est servi de ses épreuves pour faire, bon Dieu, non pas un bond en avant, mais pour faire plusieurs bonds en avant, en sorte que les 2 bombardements que le Japon a subis ne sont pas restés, pour ainsi dire, des obstacles au développement de ce pays. Les Japonais se sont retroussés les manches et ont dit, malgré les deux bombardements et toutes leurs conséquences, nous irons de l'avant, nous allons faire des bonds de l'avant. Ça, c'est un pays résilient. Maintenant, regardons ce qu'est la résignation. Et vous allez voir clairement que là où nos ennemis disent que nous, les peuples noirs, nous sommes des peuples résilients, il ne s'agit pas du tout de résilience, il s'agit surtout de résignation. Dans nos pays, eh bien, vous avez des Blancs qui ont débarqué, qui nous ont réduits en esclavage, ou bien qui nous ont colonisés. Et même lorsqu'ils sont partis, soi-disant, depuis les années 50, depuis les années 60, de nos pays, ils trouvent toujours une façon d'y rester par des voies détournées en y installant des nègres de service, plutôt que de faire des bonds vers l'avant, eh bien, nous nous ajustons, nous nous adaptons, nous nous débrouillons comme si cet état de fait était un état de fait naturel. Nous essayons tant bien que mal de tirer nos épingles du jeu, mais nous ne transformons pas cette situation-là de manière à en faire un tremplin pour aller de l'avant. Et quel que soit le secteur que je vais considérer, quel que soit le pays noir, quel que soit le pays antillais, quel que soit le pays, n'est-ce pas, africain que je vais considérer, vous allez voir, il y a quelque chose de nocif dans le fait que nous confondons résilience et résignation. J'étais particulièrement touché lorsqu'après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a emporté, n'est-ce pas, dans la tombe près ou bien plus d'un demi-million de nos frères et sœurs, eh bien, 2 ou 3 jours plus tard, eh bien, nos frères haïtiens ont recommencé à rire, ils ont recommencé à faire des jokes, ils ont recommencé à faire des blagues, etc. La fameuse misère joyeuse dont a parlé François Leslie Maniga, et nos ennemis, les étrangers, les Occidentaux, ceux-là même, n'est-ce pas, qui sont responsables, entre autres, de nos misères par la néocolonisation, ce sont eux qui, les premiers, par la voix de leurs journalistes, ont commencé à parler de la fameuse résilience du peuple haïtien. Et alors j'ai dit, mais attendons une minute là, s'agit-il de résilience? Quel bond en avant avons-nous fait depuis ce fameux tremblement de terre pour qu'on parle de résilience? Est-ce qu'on parle de résilience ou bien ne devrions-nous pas parler, au contraire, de résignation? Lorsque notre deuil n'est même pas encore fait, nos maisons ne sont même pas encore reconstruites, lorsque nous n'arrivons toujours pas à manger à notre faim, lorsque nos dirigeants continuent de détourner des fonds qui normalement devraient servir à construire des écoles, à construire des infrastructures, nous plutôt que de nous soulever, eh bien nous en rions. Il ne s'agit pas de résilience, il s'agit, comme l'a dit Jean Price Mars depuis 1928, imaginez, de résignation. Qu'est-ce que c'est donc que la résignation? C'est le fait d'accepter nos problèmes, c'est le fait d'accepter nos misères, c'est le fait d'accepter nos calamités comme si ces calamités-là étaient naturelles, comme si c'était normal que nous souffrions,
comme si c'était normal que nous ne puissions pas manger à nos faim, comme si c'était normal que nos problèmes d'insécurité ne soient pas résolus, comme si c'était normal que dans nos pays, il n'y ait pas d'infrastructure, comme si c'était normal que nos dirigeants détournent des fonds, n'est-ce pas, publics vers leurs cassettes personnelles. Lorsque nous acceptons ce qui est anormal comme normal, que nous en rions, que nous nous ajustons, que nous nous débrouillons là-dedans, il ne s'agit pas de résilience, car il n'y a pas de bon en avant là-dedans. Il s'agit au contraire de résignation. Et vous savez ce qui me fait le plus mal quand nous considérons la situation de misère dans nos pays noirs, c'est que ce sont précisément ceux qui auraient dû se révolter contre ces états de fait de misère, ce sont ceux-là même, dis-je, qui auraient dû s'indigner contre cela. C'est précisément eux qui s'ajustent, qui s'adaptent, qui se débrouillent, prenant ainsi, n'est-ce pas, comme un état de fait naturel, ce qui n'aurait jamais dû être. Vous allez me permettre de prendre en exemple le cas d'Haïti que je connais bien. Je sais qu'il y a 37% de nos auditeurs et auditrices le dimanche qui sont de l'Afrique, qui sont de l'Europe, mais vous allez réaliser que en prenant des exemples haïtiens, comme j'aime à le dire, enlevez le mot Haïti, remplacez-le par n'importe quel autre pays entier, remplacez-le par n'importe quel autre pays africain et vous avez un portrait adéquat de ce qui se passe chez vous. Et j'ai dit qu'on se résigne, pas parce que les plus pauvres acceptent leur pauvreté, mais c'est parce que la fameuse classe moyenne est une classe réactionnaire. Vous savez, il y a un diplomate américain, phrase reprise plus tard par un président américain, un ancien président américain que je déteste, qui a dit des élites haïtiennes que c'était l'élite la plus répugnante qui soit, avec raison. Mais maintenant, essayons d'ignorer nos élites pour un temps. Parlons de notre classe moyenne. Non seulement les élites dans nos pays sont les élites les plus répugnantes qui soient, des élites qui nous lèvent le cœur, par leur manque de solidarité, par leur manque de compassion, mais aussi par leur manque d'intelligence des affaires. Mais notre classe moyenne, ou nos classes moyennes dans nos pays noirs, ce sont les classes moyennes les plus réactionnaires qui soient. Quand on fait l'histoire, les amis, les révolutions qui sont dignes de ce nom ont été opérées, ont été réalisées, pas parce que les élites ont fait des révolutions, mais c'est parce que l'équivalent de la classe moyenne, à un moment donné, s'est indigné contre un certain nombre d'états de fait, et cette classe moyenne-là a changé les choses, a transformé la réalité pour de bon. Un bel exemple, c'est la Révolution française. Vous connaissez cette classification en trois groupes de la société française d'avant la Révolution de 1789, le fameux, n'est-ce pas, clergé, la noblesse et le tiers-état, mais il ne fallait pas s'attendre à ce que ce soit les clercs, les ecclésiastiques, le clergé qui lance la révolution. Non, parce que le clergé jouissait de tous les privilèges. L'Église était et est encore très riche. L'Église ne payait pas des impôts. Au contraire, l'Église saignait, n'est-ce pas, la population au nom de la dîme, au nom du purgatoire et se donnait tous les moyens pour s'enrichir de manière à construire des cathédrales, de manière à construire, n'est-ce pas, des bâtiments d'église un peu partout. On ne pouvait pas non plus compter sur la noblesse pour provoquer une révolution, puisque par définition, les nobles, n'est-ce pas, étaient les plus proches de la royauté et ils avaient tous les titres pompeux avec tous les avantages qui venaient avec cela. Mais vous aviez au sein de ce qu'on appelle le tiers-état des bourgeois, qui n'étaient pas des ecclésiastiques, qui n'étaient pas des nobles non plus, qui n'étaient pas pauvres non plus,
Donc, il se trouvait, n'est-ce pas, selon ma formule, au beau milieu de cette classification-là. Voilà pourquoi on parle de classe moyenne. Ce sont eux, les bourgeois, qui ont provoqué cette fameuse révolution française. Parmi eux, on trouve des intellectuels, parmi eux, on trouve des gens d'affaires, parmi eux, on trouve des artistes qui ne sont pas pauvres, mais qui disent, écoutez, la société ne peut pas rester là où elle est. Et ça va donner lieu à cette fameuse révolution française de 1789. Nous, on ne réalise pas que pour qu'il y ait de véritables révolutions chez nous, il faut secouer cette fameuse classe moyenne qui doit prendre conscience du fait que sa petite maison là, son visa que le Français lui donne, que l'Américain lui donne pour le porter à se taire, n'est-ce pas, ne suffit pas. Et que s'il faut que le pays soit véritablement transformé, cette révolution doit partir d'une prise de conscience de cette classe moyenne qui doit elle-même conscientiser, n'est-ce pas, la population, les pauvres en général, pour lancer la révolution, pour lancer cette transformation après laquelle nous soupirons tous. Et là, chez nous, je l'ai dit, la classe moyenne, c'est la classe la plus réactionnaire qui soit. Je vais vous donner quelques exemples. Je lisais jeudi dernier dans le seul quotidien haïtien le fait qu'on a décelé dans l'eau qui est distribuée, qui est vendue en Haïti, un taux trop élevé de plomb, avec toutes les conséquences que cela va entraîner. Ça va donc, notre eau potable, qui n'est déjà pas disponible à tous, notre eau potable qui n'est déjà pas accessible à tous, eh bien comporte ou recèle un taux élevé de plomb, un taux anormalement élevé de plomb, avec toutes les maladies que cela va entraîner. En parlant d'eau potable, l'État ne déploie aucun effort pour que l'eau potable, pour que l'eau saine, soit accessible à toute la population. Eh bien, cette fameuse classe moyenne, plutôt que de botter le derrière aux dirigeants pour que l'eau potable devienne un véritable droit, c'est-à-dire quelque chose auquel tous les Haïtiens doivent avoir accès, eh bien, cette fameuse classe moyenne s'arrange tant bien que mal pour se faire livrer, n'est-ce pas, à grands frais des camions d'eau. L'État ne fournit pas l'eau, l'État ne met pas en place les infrastructures qu'il faut pour que l'eau potable soit accessible à tout le monde, la classe moyenne, ça veut dire les gens qui travaillent. On entend par classe moyenne ceux qui ne sont ni pauvres ni riches, mais pour qu'on ne soit ni pauvre ni riche, il faut bien qu'on travaille. Eh bien, cette fameuse classe moyenne, ceux qui travaillent et qui disposent d'un tout petit peu de pécule pour éviter de se retrouver dans la classe des pauvres, mais qui ne sont pas riches non plus car ils ne sont pas indépendants de fortune, plutôt que de, si vous voulez, provoquer ces changements-là dans ce pays-là, plutôt que de, si vous voulez, tenir les dirigeants responsables du manque d'eau potable dans notre pays, eh bien, que fait cette classe moyenne-là? Elle achète des camions d'eau à grands frais. Et ce disant, ce n'est pas de la résilience, c'est de la résignation. Car dans un pays normal, on ne doit pas acheter l'eau potable. Dans un pays normal, l'eau potable ne peut pas être le privilège de quelques-uns. Dans un pays normal, on ne doit pas se trouver soi-même ce camion d'eau-là que l'on paie à grands frais. C'est à l'État de fournir ce qui appartient à tous et à toutes. Et cette fameuse classe moyenne, précisément parce qu'elle est réactionnaire, plutôt que de tenir rigueur aux dirigeants, de ne pas nous fournir ce qui nous appartient à tous, s'arrange pour payer cette eau. Et d'une certaine manière, elle s'en réjouit parce qu'elle se dit, écoutez, moi au moins j'ai les moyens de me payer ce camion d'eau. Moi, au moins, j'ai les moyens de me faire creuser, n'est-ce pas, ce puits-là. J'ai les moyens de me faire creuser, n'est-ce pas, cette citerne. Tant pis pour les autres, tant mieux pour ceux qui sont riches, mais je ne vais pas demander à l'État
Je ne vais pas tenir rigueur aux dirigeants de changer les choses. Ça s'appelle une classe moyenne réactionnaire. Depuis un certain temps, nos institutions postsecondaires, pensons aux écoles professionnelles, pensons à nos universités, ne fonctionnent pas normalement. Bon, si tant est que ces institutions aient jamais fonctionné normalement. Et vous savez, la classe moyenne, parce que la classe moyenne, c'est celle qui peut payer. Pas parce qu'elle est riche, mais elle n'est pas pauvre non plus parce qu'elle travaille, elle a un certain revenu, elle peut disposer d'un certain budget. Eh bien, cette fameuse classe moyenne, plutôt que d'exiger que nos dirigeants, n'est-ce pas, mettent en place des structures universitaires, mettent en place des institutions d'enseignement qui fonctionnent bien, que fait cette fameuse classe moyenne? Elle envoie ses enfants étudier où? En République dominicaine. Et là, mais elle se résigne, elle se dit, écoutez, de toute manière, ce pays-là ne changera jamais. Ça ne date ni d'hier ni d'avant-hier, c'est toute notre histoire. L'État ne s'est jamais soucié de doter le pays d'institutions d'enseignement dignes de ce nom. Moi, plutôt que de me battre contre cela, encore une fois, classe moyenne réactionnaire, que fait cette classe moyenne réactionnaire? Elle prend son pécule, elle prend son argent, elle prend, n'est-ce pas, ses épargnes et elle envoie ses enfants étudier en République dominicaine. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Nous avons à ce point une classe moyenne réactionnaire que, écoutez bien, depuis un certain temps, il n'est plus possible d'organiser des bals en Haïti. Ça veut dire les groupes musicaux n'arrivent plus à performer comme autrefois, n'arrivent plus à se produire comme autrefois. Pour quelle raison? Parce qu'on kidnappe tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas parce que j'en ris que c'est drôle. Au contraire, c'est très enrageant. Bien, vous savez ce que fait cette classe moyenne? Bien, elle fait venir les groupes musicaux de l'étranger vers la République dominicaine et cette fameuse classe moyenne va danser des bals haïtiens en République dominicaine.
Car n'oublions pas, il s'agit toujours de cette classe moyenne, car les pauvres n'ont pas les moyens de se payer ces 50 dollars américains, ces 100 dollars américains, se payer le voyage pour aller en République dominicaine. C'est cette fameuse classe moyenne. Donc vous notez comment ce qu'on prend pour résilience, c'est au fait de la résignation. Ce qu'on prend pour de l'intelligence, pour de l'adaptation, c'est au fait une mentalité de fataliste. Il y a trop de kidnapping chez nous. Il n'y a pas de vie nocturne. On ne peut plus organiser des bals au pays. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande aux groupes musicaux haïtiens, soit d'Haïti ou de l'étranger, d'aller performer en République dominicaine. Et devine qui est-ce qui paye pour la location de ces salles? Cette fameuse classe moyenne qui voyage et qui va danser et qui revient. Et vous savez, ça devient un sujet de gloire. Il n'y a pas de sécurité. Pourquoi n'y a-t-il pas de sécurité? Parce que les dirigeants ne font pas leur putain de boulot. Pourquoi n'y a-t-il pas de sécurité? Parce que les dirigeants ne surveillent pas nos frontières. Pourquoi n'y a-t-il pas de sécurité? Parce que nos dirigeants arment, n'est-ce pas, des bandits. Pourquoi n'y a-t-il pas de sécurité? Mais parce que nos dirigeants profitent de cette insécurité pour terroriser une population. Vous savez ce que fait la classe moyenne? Eh bien, la classe moyenne paye des gardiens de sécurité. Mais c'est terrible. Cette classe moyenne, précisément parce qu'elle est réactionnaire, elle est responsable de notre misère. Et c'est une classe moyenne qui voyage, qui voit comment les choses se font aux États-Unis, qui voit comment les choses se font en France, qui voit comment les choses se font au Canada. Pourquoi moi qui travaille, qui paye des taxes, qui paye des impôts, que l'État, n'est-ce pas, ne cesse de prélever sur moi, pourquoi devrais-je payer un gardien de sécurité pour m'ouvrir ma porte à mon arrivée et pour surveiller ma maison quand je ne suis pas là? Si je suis obligé de faire ça, c'est que l'État ne fait pas son boulot. Et qui doit porter l'État à faire son boulot? Mais ce sont les citoyens. Cette fameuse classe moyenne va payer des agents de sécurité. Quand la vie est impossible, parce qu'il y a des moments où la vie est véritablement impossible, il y a trop de kidnapping tous les jours, cette fameuse classe moyenne, plutôt que de se mobiliser pour organiser des marches de manière à renverser des gouvernements, vous savez ce que fait la classe moyenne? Mais elle va à Miami, elle va à Paris, elle va à Montréal. C'est une classe moyenne tellement superficielle. Il y a quelques années, j'étais un samedi là, dans un souper avec des amis. Et puis bon, il y avait des amis aussi qui arrivaient d'Haïti et qui venaient passer soit la fin de semaine ou bien qui venaient passer 1 ou 2 semaines avec cet ami commun. Mais vous savez, comme ça arrive souvent, mais autour d'un bon repas, on parle politique, on parle sport. Et là, bon tiens, on en est venu à parler d'Haïti. Et là, quel exemple ce gars de la classe moyenne m'a-t-il pris? Mais il me parlait de tel ministre, un ministre de Martelly. Notez que ça aurait pu être un ministre de n'importe quel autre gouvernement qui, lors d'un barbecue à Port-au-Prince, était habillé d'une certaine manière et qui disait, vous savez, cette paire de chaussures-là, je l'ai achetée à Miami pour $2000. Waouh! Et ce que ce monsieur oubliait de nous dire, c'est que ce ministre-là de Martelly, mais il s'est enrichi précisément parce qu'il a fait beaucoup d'argent grâce à la sodomisation d'un petit garçon. Je vous raconte l'histoire. Il y avait un garçon qui s'était fait sodomiser par un soldat népalais. Vous savez, ces fameux Népalais, ce contingent onusien qui nous a foutu le choléra. Eh bien, après des poursuites judiciaires, eh bien, pour éviter que la chose, n'est-ce pas, ne fasse plus de bruit, le gouvernement népalais a accepté de dédommager, d'indemniser, n'est-ce pas, cette famille-là. Et
Le gouvernement népalais a commis l'erreur de prendre contact directement avec la famille, mais elle a fait un chèque à un certain ministre de l'État haïtien parce que ce ministre-là s'était engagé à donner de l'argent, n'est-ce pas, aux membres de la famille. Je pense qu'on parle de 6 ou 7 millions de dollars américains ou quelque chose de ce genre. Eh bien, cette famille-là n'a jamais vu la couleur de cet argent. C'est ce fameux ministre-là qui s'est permis d'acheter une paire de chaussures de 2 ou 3 000 dollars, n'est-ce pas, en provenance des Miami, ce qui fait la joie de ce monsieur de la classe moyenne qui en fait une blague. Et lorsque moi je m'étais indigné contre cela, j'ai dit, mais comment pouvez-vous accepter comme normal cet abus de pouvoir? Comment pouvez-vous accepter comme normal ce détournement de fonds publics? La femme de ce monsieur qui était là aussi à ce souper eut à me dire, ah, fils aimé, qui t'es typé, il mâché d'un prix. Qui t'es typé, il mâché. Parce qu'au moins là, je travaille, je peux me rendre à tel hôtel, je voyage, je peux m'acheter un billet d'avion pour venir à Miami, je peux m'acheter un billet d'avion, n'est-ce pas, pour venir jusqu'à Montréal. Quitter petit pays mâché, Haïti ne changera jamais, ça ne sert à rien de se battre pour que ça change. Quitter petit pays mâché. Et nous en faisons des blagues. Il n'y a pas d'électricité. Cette fameuse classe moyenne, car il faut avoir de l'argent pour faire ce que je vais vous dire là. Cette fameuse classe moyenne va s'acheter des panneaux solaires. Il n'y a pas d'électricité. Cette fameuse classe moyenne va s'acheter un groupe électrogène. Elle va voyager jusqu'en République dominicaine. Elle va voyager jusqu'au Canada. Elle va voyager jusqu'aux États-Unis pour s'offrir le dernier groupe électrogène, pour, n'est-ce pas, s'offrir les panneaux solaires les plus performants. Il y en a même parmi ces classes moyennes qui va en faire commerce. C'est une classe moyenne réactionnaire. Car quand on n'a pas l'électricité, que l'on paye pourtant, le pire c'est que l'État haïtien fait payer aux Haïtiens des frais pour l'électricité. Vous avez des gens extrêmement riches qui sont payés par l'État à hauteur de plusieurs millions de dollars par mois pour fournir de l'électricité qu'ils ne fournissent jamais, cela va sans dire, mais ils vendent plutôt du blackout. Et que fait la classe moyenne? Plutôt que de s'indigner, la classe moyenne s'achète des groupes électrogènes. Et nous de la diaspora, issus nous aussi de la classe moyenne, membres d'une classe moyenne haïtiano-diasporique, on va l'appeler ainsi, haïtiano-canadienne, haïtiano-américaine, haïtiano-française, mettez-en, nous encourageons cette résignation car quand un membre de notre famille n'a pas d'électricité, quand un membre de notre famille n'a pas ce à quoi il a droit normalement, qu'est-ce qu'on fait? On l'aide à s'offrir ce groupe électrogène. Ce faisant, nous entretenons cet état de fait, nous devenons indirectement ou directement nous aussi réactionnaires. Depuis un certain temps, certaines zones du pays sont inaccessibles. Vous avez la zone de Martissan qui est inaccessible. Vous vous demandez pourquoi c'est inaccessible? Parce que des hommes, des jeunes hommes qui sont armés par le pouvoir, à un moment donné, décident de faire plus d'argent, ils bloquent les routes et vous ne pouvez traverser ces zones sans être rançonné. Que fait la classe moyenne? La classe moyenne, plutôt que de se soulever, plutôt que de s'indigner, contourne cette zone. Il y en a même qui disent, écoutez, plutôt que de passer par là, vous savez quoi, je vais prendre un petit avion à un autre aéroport pour me rendre dans le sud. Ce faisant, c'est une classe moyenne réactionnaire car l'État doit être effectif, l'autorité de l'État doit pouvoir se déployer sur toute l'étendue de son territoire. Si l'État n'arrive pas à faire respecter la fameuse, n'est-ce pas, la fameuse loi, le fameux concept, la loi et l'ordre sur tout son territoire, il n'y a pas d'État. Ça devrait être la désobéissance civile. Cette fameuse classe moyenne qui a les moyens de s'acheter une voiture, qui a les moyens de se payer de l'essence, qui a les moyens de se payer un petit avion, qui a les moyens, n'est-ce pas, de contourner ce circuit-là, plutôt que de s'indigner, s'adapte et s'ajuste. Quitter ce pays mâché.
Nos pays sont foutus parce que non seulement nous avons les élites les plus répugnantes, mais nous avons la classe moyenne la plus réactionnaire qui soit. Et ce que cette classe moyenne-là ne réalise pas, c'est que chaque jour, elle devient moins capable. Jusque-là, il fallait peut-être s'acheter un camion d'eau une fois ou 2 semaines, mais aujourd'hui, il faut acheter le camion d'eau. Il faut aussi payer pour le gardien de sécurité. Il faut aussi payer pour contourner, n'est-ce pas, les routes qui sont inaccessibles parce que ces routes-là sont occupées par des bandits. Il faut s'arranger aussi pour que si jamais on est kidnappé, mais on ait de quoi payer. Un autre exemple. On kidnappe mon voisin paye 300 000, 400 000, je n'ai pas dit que la famille ne devrait pas payer. Vous me direz que la vie humaine est beaucoup plus importante que cette somme-là. Mais dès qu'on a kidnappé l'un d'entre nous, ça devrait être l'élément déclencheur d'un véritable raz-de-marée. Ça devrait être l'élément déclencheur de ce qu'on appelle chez nous un véritable lever-camper. Non, qu'est-ce qu'on fait? L'autre a été kidnappé, il paye, nous on attend notre tour. Et lorsque nous sommes kidnappés aussi, la famille va se cotiser pour payer. Et vous savez quoi? Le kidnappeur, lui, il réalise que non seulement personne ne s'indigne contre cela, mais au contraire, ça rapporte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on kidnappe tout le monde. Jusque-là, on kidnappait ceux qui en avaient les moyens. Mais là, aujourd'hui, on kidnappe tout le monde. Jusque-là, on kidnappait les laïcs. On dirait que les religieux, les pasteurs, les prêtres, n'est-ce pas, jouissaient d'une certaine impunité. Aujourd'hui, on kidnappe les pasteurs et en grand nombre. Et vous savez ce que fait, n'est-ce pas, l'Église? Vous savez ce que font les croyants? Beaucoup d'entre eux font partie de la fameuse classe moyenne. Ils prient. L'affaire est que la prière ne rapporte rien. Quand on n'avait pas encore commencé à kidnapper les pasteurs, quand on kidnappait quelqu'un, eh bien les pasteurs disaient c'est parce que mais la personne n'a pas Jésus, c'est parce que la personne n'a pas la foi, parce que Jésus protège, le sang de Jésus, n'est-ce pas, étend son manteau sur les croyants. Aujourd'hui, on kidnappe les pasteurs, on kidnappe les croyants, et là on réalise que toute cette histoire de sang de Jésus était tout simplement de la baliverne, de la foutaise, de la bouillie pour des chats. Et qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de s'indigner, on fait attention. La fameuse classe moyenne réactionnaire. À un moment donné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça va prendre à cette fameuse classe moyenne pour qu'elle se révolte? Qu'est-ce que ça va vous prendre? Pas de sécurité, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de travail. Au fait, vous n'avez rien, mais vous vous accrochez à une certaine idée d'un pays qui ne fonctionne pas. Et ce pays ne fonctionne pas parce que vous tolérez des dirigeants qui continuent de s'enrichir, qui continuent, n'est-ce pas, de détourner des fonds publics. On dirait que vous attendez un je ne sais quoi qui va arriver de lui-même. Mais ça aussi, ça s'appelle de la fatalité. L'affaire, c'est que nous sommes tous là-dedans, que nous soyons de simples civils de cette classe moyenne ou bien des gens qui sont dans la politique, nous avons exactement ce même comportement de réactionnaire. Qu'est-ce que ça va nous prendre pour qu'on se soulève? Puisque c'est parce que vous avez encore les moyens que vous refusez de vous soulever, eh bien, vous savez quoi? À un moment donné, vous n'aurez plus les moyens pour vous payer de l'essence. Vous n'aurez plus les moyens pour vous payer ce gardien de sécurité. Vous n'aurez plus les moyens pour prendre ce petit avion. Vous n'aurez plus les moyens, ma foi, pour vous payer ce camion d'eau. Vous n'aurez plus les moyens pour faire ce voyage jusqu'à Miami, n'est-ce pas, de manière à prendre quelques jours de répit. Vous n'aurez plus les moyens.
de vous rendre en République dominicaine pour aller danser, je ne sais pas moi, Sweet Mickey. Et alors là, vous allez dire, ce pays-là est invivable. Et quand vous tirez cette conclusion, même là non plus, vous ne vous révoltez pas. Vous faites vos sacs, vous faites votre valise, vous vous rendez grâce à un visa aux États-Unis, vous vous rendez grâce à un visa, n'est-ce pas, au Canada, vous vous rendez grâce à un visa en République dominicaine. Au fait, ça aussi, c'est de la résignation. Ce n'est pas de la résilience. En temps normal, tous les éléments sont là pour un changement de société. On nous étouffe, on nous écrase, on nous opprime, on nous nargue. Il ne nous manque que la conscientisation. On dirait qu'avec le temps, nous finirons par accepter tout ce qui est anormal comme normal. Nous finissons par accepter le chaos comme étant l'ordre. Et là, même nos proverbes disent « dégagez, pas pécher ». On s'ajuste, on s'adapte, on essaie de trouver un sens dans le chaos. Mais quand est-ce que nous allons nous indigner? Quelqu'un m'a déjà dit, Monsieur Fils-Aimé, vous savez, vous aussi de la diaspora, vous contribuez au maintien du statu quo. Il a raison. Il a raison. Le 50$ que j'envoie à tel cousin, le 100$ que j'envoie à tel oncle, la façon pour moi de soutenir tel membre de ma famille, n'est-ce pas, soit en lui envoyant de l'argent pour payer, n'est-ce pas, les frais de scolarité de ses enfants, hélas, je soutiens le statu quo. En sorte que je suis devant ce dilemme. On avait un collègue à la radio haïtienne CPAM qui avait déjà suggéré qu'on coupe le tuyau. Je me demande si on n'en est pas là aujourd'hui. Et je suis devant ce dilemme. Est-ce que je peux demander à une mère qui est au Canada, qui est aux États-Unis, qui n'a même pas encore, n'est-ce pas, le statut régulier, de cesser d'envoyer de l'argent pour les frais de scolarité de ses enfants? Est-ce que je peux demander à tel fils, n'est-ce pas, de cesser de soutenir tel parent, de cesser de soutenir tel oncle? Est-ce que je peux demander, n'est-ce pas, à telle nièce de cesser de soutenir telle tante? Mais à un moment donné, c'est nous qui entretenons ce pays. C'est nous qui maintenons, n'est-ce pas, le statu quo par les 50$, par les 100$. Et vous notez justement que parce que nous envoyons ce 50$, parce que nous envoyons ce 100$, la personne qui aurait dû prendre sa machette, les gens qui auraient dû se soulever pour chasser tel député, pour chasser tel sénateur, pour chasser tel ministre, eh bien, ce gars-là ne se soulève pas. Il attend le premier. Est-ce que vous notez cela? Vous soutenez quelqu'un en Haïti. Vous lui envoyez de l'argent le 1er, vous lui envoyez de l'argent le 15, vous lui envoyez de l'argent le 30, à quelque titre que ce soit. Si le 1er, la personne n'a pas encore reçu ce fameux texto l'informant que vous avez envoyé de l'argent, eh bien, dès le 2, il vous appelle comme si c'était un salaire que vous lui devez, comme si c'était une dette que vous aviez envers cette personne-là. Donc, nous entretenons, nous aussi, par notre générosité, cette fameuse résignation du peuple haïtien. Et là, je me dis, est-ce qu'on n'en est pas pour provoquer cette révolution, à suivre le conseil que ce collègue de CPAM nous avait prodigué et qu'on trouvait, n'est-ce pas, trop dur? Est-ce qu'on n'en est pas à cette situation-là où on doit couper le tuyau? Une bonne façon de soulever un zombie, c'est de lui couper ce qu'on a l'habitude de lui donner. Aussi longtemps qu'on lui donne, n'est-ce pas, ce qu'on a l'habitude de lui donner, eh bien, il considère sa situation comme étant normale. Mais rien n'est normal dans ce pays. Rien n'est normal. Nous sommes à ce point malades dans ce pays que le pauvre n'attend son tour pour entrer en politique de manière à devenir
très riche ou à sortir de sa pauvreté rapidement pour reproduire les mêmes comportements. Vous notez qu'en Haïti, et dans la plupart des pays, ce ne sont pas les riches qui font de la politique. Mais non, les riches n'ont pas besoin d'aller solliciter un mandat pour devenir sénateur. Les riches n'ont pas besoin de solliciter un mandat pour devenir maire. Ils n'ont pas besoin de solliciter un mandat pour devenir président. Non, pas du tout. Les riches financent les pauvres pour qu'ils entrent en politique. Les riches financent la classe moyenne pour qu'ils entrent en politique. Et ce qui surprend, c'est que le pauvre qui entre en politique reproduit exactement le même comportement qu'il reprochait aux politiciens qui l'a précédé. Le gars de la classe moyenne qui entre en politique reproduit précisément les mêmes comportements qu'il a reprochés à l'autre politicien qui est devenu très riche il voilà 5 ans. En sorte que je me suis dit, et je ne le dis pas, n'est-ce pas, en riant, peut-être que nous ne détestons pas le vol tant que cela, nous détestons le voleur. Peut-être ne détestons-nous pas la corruption, nous détestons les corrompus parce qu'ils sont à notre place. Nous n'avons peut-être rien contre le vol, nous détestons le voleur parce que le voleur fait quelque chose que nous aurions pu faire. Mais dès que nous chassons ce voleur, que nous prenons sa place, nous reproduisons exactement le même comportement. Oh, il y en a une qui me déçoit particulièrement ces jours-ci. L'ancienne sénatrice Edmond Supplice Beauzile, une personne d'éducation, une personne que je pensais être une personne de bien, une ancienne candidate à la présidence, et dans mon cœur, je la soutenais bien. Elle a un discours cohérent. Elle reprochait au PHTK, c'est-à-dire au régime de Martelly, de Lamothe et de Jovenel, cette banque de voleurs, ce que toute personne censée, n'est-ce pas, doit reprocher à ce régime. Jovenel est assassiné, Michel Martelly a placé au pouvoir Ariel Henry, un autre PHTK, et devinez qui est-ce qui prend la défense de PHTK aujourd'hui? Edmond Supplice Beauzile. Bon Dieu! Est-ce que nous avons un avenir avec cette classe moyenne réactionnaire? Avons-nous un avenir avec cette classe de politiciens réactionnaires? C'est au toi que je m'y mette. Nous n'avons rien contre le vol. Nous avons tout contre les voleurs. Nous voulons chasser les voleurs pour être à leur place de manière à recommencer à voler. Et quelqu'un m'a dit, c'est que précisément parce que nous avons en Haïti une classe moyenne réactionnaire, cette classe moyenne exploite les Haïtiens de la diaspora. Et cette personne-là n'a pas nécessairement tort. Si cette classe moyenne avait botté le cul aux dirigeants, si cette classe moyenne prenait son courage à deux mains pour botter le cul, n'est-ce pas, au régime, le système serait déjà transformé. Mais vous savez pourquoi cette classe moyenne ne lève pas le petit doigt pour changer le système? Parce que monsieur peut compter sur un neveu, tel garçon peut compter sur sa mère, telle mère peut compter sur son fils. Chacun compte sur un membre de la diaspora pour l'aider à survivre dans ce chaos. Et en l'aidant à survivre dans ce chaos, nous entretenons, n'est-ce pas, ce chaos. J'ai un ami économiste qui m'a montré des chiffres dernièrement qui m'étonnent. La diaspora haïtienne en Chili est très jeune. C'est une diaspora qui ne compte même pas 20 ans. Mais savez-vous déjà, la diaspora haïtienne en Chili envoie plus d'argent en Haïti que toute autre diaspora. Qui retrouvons-nous en Chili? Des Haïtiens qui travaillent dans des restaurants, qui travaillent dans la construction. Ce sont des gens qui n'ont même pas encore de papier. Qui travaillent pour quelle raison? Pour soutenir un enfant qu'ils ont laissé en arrière, pour soutenir un oncle, pour soutenir une tante, pour constituer justement une fameuse classe moyenne qui reste au pays. Des gens qui ne sont plus pauvres parce que désormais ils ont une maison. Des gens qui ne sont plus pauvres parce que désormais, ils peuvent se payer un camion de site, un camion d'eau. Des gens qui ne sont plus pauvres parce que désormais, ils peuvent se payer, n'est-ce pas, un billet d'avion. Mais la diaspora en est venue à être une alliée objective de ce régime plantationnaire. À un moment donné, je suis placé devant le dilemme. Si j'envoyais pas ce $50 à mon cousin, est-ce qu'il ne se lèverait pas prendre sa manchette pour déchouquer ce foutu député qui fout rien?
Si j'envoie pas ce 100 $ à mon oncle là, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas s'indigner et prendre sa machette pour déchouquer ce ministre de la Sécurité publique qui fout rien? Et si chacun, à un moment donné, dans la mesure du possible, on coupait le tuyau, est-ce qu'à un moment donné, cette fameuse classe moyenne ne serait pas ébranlée et marcherait sur le palais national pour chasser justement ce président qui fout rien, pour chasser cette oligarchie répugnante et cette classe politique qui est devenue une machine infernale de corrompus et de corrupteurs? Tous ceux qui sont au pouvoir, ou majoritairement, ils sont au pouvoir pour s'enrichir. À un moment donné, il faut dire basta. À un moment donné, comme on dit en créole, il faut dire Abraham dit c'est assez. Plus rien ne vous énerve, plus rien ne vous indigne. C'est comme si vous avez tout vu. On kidnappe du monde devant des caméras, à visière levée, c'est pas grave, on va payer les 700 000. Mais où trouvez-vous ces 700 000, merde? Où trouvez-vous ces 700 000? Ne réalisez-vous pas qu'en payant ces 700 000, vous êtes en train d'encourager l'industrie du kidnapping? Savez-vous pourquoi vous ne vous soulevez pas? Parce que quelque part vous dites, si on me kidnappe, il y a quelqu'un qui va accepter d'hypothéquer sa maison, il y a quelqu'un qui va accepter de vider son compte en banque. Alors là, ceux qui ne sont pas encore kidnappés, eh bien ils ne prennent pas leur machette, ils ne prennent pas leur fusil pour marcher sur la maison de ce ministre-là, pour tendre un piège à ce premier ministre, pour changer les choses. Parce que dans nos pays, nous avons des classes moyennes réactionnaires. J'ai mon bon ami Richard Martineau qui m'a dit, mais avec un tel réalisme, il en a vu des choses, lui. Il dit, Jean, ne comptez jamais sur la classe moyenne pour faire quelque changement qui soit. C'est la classe la plus réactionnaire qui soit. Je suis en train de vous parler là, mais vous allez voir, cette fameuse classe moyenne va trouver, n'est-ce pas, j'ai dit 6 juillet plutôt que 7 juillet, j'ai dit le plutôt que là, j'ai dit un plutôt qu'une, et plutôt que de se botter le cul pour changer les choses en Haïti, eh bien, cette fameuse classe moyenne réactionnaire va s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit. Mais merde, bande de parasites. C'est un groupe de parasites. Vous ne vous soulevez pas parce que vous avez un oncle à l'étranger qui va vous envoyer 50 $. Vous ne vous soulevez pas parce que vous savez que si vous vous faites kidnapper, chacun va se cotiser à l'étranger pour payer, n'est-ce pas, les frais de votre libération. Et la diaspora a cette réflexion à faire. On devrait envoyer moins. On devrait envoyer de l'argent seulement en cas de stricte urgence. On devrait envoyer de l'argent seulement en cas de stricte nécessité. Laissez la classe moyenne se débrouiller d'elle-même pour qu'elle se soulève, pour qu'elle s'achète une arme, pour qu'elle bloque les routes. C'est pas normal, les amis. C'est pas normal. Revenons à ce foutu Sweet Mickey de la semaine dernière. Moi, je vous ai dit, preuve à l'appui, qu'avant qu'il ne soit devenu président de la République, lorsqu'il était candidat, Michel Martelly était en faillite. Tapez son nom sur Google et vous allez retrouver, n'est-ce pas, les maisons qui couraient le risque, qui appartenaient à Michel Martelly et qui allaient être saisies, qui faisaient l'objet de saisie, n'est-ce pas, en Floride. Ces balles n'étaient plus fréquentées. Son dernier bal, il l'a produit à Montréal. Il n'y avait même pas 50 personnes au Christina. Et ces deux magouilleurs-là, Michel Martelly et Laurent Lamotte, se sont mis ensemble pour devenir président. Laurent Lamotte a sorti les sous qu'il faut pour faire de ce salaud le président. Et les Clinton, n'est-ce pas, voyant en ce salaud quelqu'un qui a beaucoup de squelettes dans le placard, ont tout mis pour faire de lui un président. Et en rien de temps, cet homme est devenu probablement l'un des Haïtiens les plus riches d'Haïti. La banque, l'Unibank, tandis qu'il était président, a accepté de lui faire un prêt selon les propres dires de Michel Martelly de 6 millions de dollars américains. Mais bon Dieu, les banquiers, vous faites partie de ce système de mafia.
À un moment donné, la population va vous demander des comptes. Dans quel pays, quelqu'un qui avait quoi, 2 ou 3 ans de ministère en tant que président, car c'est un ministère, c'est un service. Quelqu'un qui était en faillite, quelqu'un qui n'avait pas d'argent, eh bien, 2 ou 3 ans depuis qu'il est installé comme président, l'Unibank lui consent un prêt de 6 millions de dollars. Sur la base de quelle garantie? Sur la base de quels collatéraux? Vous là qui vivez à l'étranger, essayez donc d'obtenir un prêt à l'Unibank. Vous de la classe moyenne, essayez donc d'obtenir un prêt de 1 million de dollars. Ils vont vous exiger tous les collatéraux qu'il faut. Vous n'aurez pas le prêt et votre projet, ils vont le voler à la banque. Quand est-ce que vous allez vous soulever? Vous ne vous soulevez pas parce que justement, il y a cette diaspora qui vous donne du carburant. Il y a cette diaspora qui vous donne du jus. Vous ne vous soulevez pas parce que vous dites, écoutez, à un moment donné, je vais finir, n'est-ce pas, par m'y faire. Non, il faut changer les choses. Nous aimons nous masturber à l'idée de cette révolution haïtienne, mais ne nous y trompons pas. Ceux qui ont lancé la révolution haïtienne étaient aussi, eux, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la classe moyenne. Un Toussaint Louverture était un homme d'affaires prospère. Hein? Toussaint Louverture, à un moment donné, faisait partie de ce millier d'hommes noirs à Saint-Domingue, surtout dans le nord d'Haïti, qui avaient de quoi vivre. Toussaint Louverture avait une plantation sur laquelle des esclaves travaillaient, n'est-ce pas, pour lui, probablement Jean-Jacques Dessalines. Mais à un moment donné, là, Toussaint Louverture, même s'il faisait partie, n'est-ce pas, de ceux qu'on pouvait considérer parmi les Noirs les plus confortables, a dit, mais la situation ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas me juger sur la couleur de ma peau. Je ne suis pas inférieur parce que je suis noir. Je vais mettre sur pied un mouvement pour lancer la révolution. Et si vous connaissez bien votre histoire, vous allez voir dans un premier temps, ceux qui ont lancé la révolution haïtienne, c'était essentiellement des cochers. Pas nécessairement les esclaves qui travaillaient dans des plantations, des cochers. Ça veut dire des gens qui avaient un certain privilège. Quand tu es cocher, tu as accès au maître. Quand tu es cocher, tu représentes le maître. Quand tu es cocher, c'est toi qui conduis, cela va sans dire, n'est-ce pas, la charrette du maître. Quand tu es cocher, tu connais des informations sensibles sur le maître et tu aurais pu te vanter par rapport aux esclaves qui sont dans les plantations. Non, ce sont les cochers qui ont lancé la révolution parce que c'était l'équivalent d'une classe moyenne consciencieuse et conscientisée. Nous avons une classe moyenne en Haïti arriviste. Tout ce qui intéresse ces gens-là, c'est d'avoir un petit visa. C'est de pouvoir acheter une robe dans un Walmart à Miami. C'est de pouvoir acheter un costume ou se faire acheter un costume, n'est-ce pas, dans un Walmart, soit au Canada, à Paris ou ailleurs. Pour pouvoir faire son m'as-tu vu à Port-au-Prince. Tout est sujet de gloire dans l'Haïti d'aujourd'hui. Les gens vivent littéralement dans une situation de latrine, mais ils font quand même leur m'as-tu vu. Moi, j'ai déjà entendu une dame de la fameuse classe moyenne me dire, vous savez, monsieur Fils-Aimé, même mon pain, je le fais venir à chaque 2 semaines de Miami. Mais what the fuck? Quel honneur y a-t-il à faire venir son pain de Miami? Vous êtes en train de me dire qu'un pain de Miami est plus délicieux qu'un pain fait maison en Haïti, mais bande d'arrivistes. Je lance cet appel à la diaspora dont je suis. Ne sommes-nous pas rendus à un moment où nous devons couper le tuyau? Envoyer $50 à chaque fois pour un cousin, $100 à chaque mois pour une cousine, $30 à chaque mois pour un ancien voisin. Est-ce que cela n'entretient pas l'idée justement de dépendance? Est-ce que cela n'entretient pas justement la résignation? Nous constituons cette fameuse classe moyenne, nous maintenons cette classe moyenne en vie, l'empêchant ainsi de prendre sa machette pour lancer une révolution. On en est là.
si vous ne décidez pas, vous d'Haïti, de changer les choses, ne comptez pas sur nous, les membres de la diaspora, pour vous aider à vivre non plus. Ne comptez pas sur nous, les membres de la diaspora, pour vous aider à payer un gardien de sécurité. Ne comptez pas sur nous, les membres de la diaspora, pour vous aider à acheter un billet d'avion. Ne comptez pas sur nous, les membres de la diaspora, pour vous aider à acheter un camion d'eau. Ne comptez pas sur nous, les membres de la diaspora, pour vous aider à envoyer vos enfants faire des études en République dominicaine. Ne comptez surtout pas sur nous. Nous, les membres de la diaspora, regardez nos frères en Chili. Est-ce que vous vous souvenez des humiliations qu'ils ont subies lorsque le très détestable, n'est-ce pas, comment il s'appelle, Joe Biden, les a fait traiter comme des animaux sur la frontière, regardez, sur la frontière mexicaine, là. Ils ne roulent pas sur l'or, nos frères en Chili. Ils ne roulent pas sur l'or, ceux qui sont au Brésil. Nous ne roulons pas sur l'or non plus. Mais parce que vous savez que vous avez un cousin chez qui vous pouvez résider pendant 2 semaines. Parce que vous savez que vous avez une tante qui peut vous envoyer 30 ou 40 dollars par mois. Vous baillez au corneille toute la journée, vous jouez au domino. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'acheter quelques minutes de téléphone pour aller regarder des matchs de football. J'ai jamais vu une classe moyenne aussi superficielle. On kidnappe ces gens-là, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, mais ils regardent des matchs de football et puis ils en parlent à la radio et ils rient. Mais de quoi riez-vous, bande de zombies? On parle de choses sérieuses, vous me parlez de soccer. On parle de choses sérieuses, vous me parlez de tel joueur de foot là qui vient d'emporter son 6e ballon d'or. Mais espèce d'inconscient, ce mec qui a 6 ballons d'or, il est multimillionnaire, il peut même acheter Haïti. Vous n'avez même pas de quoi manger. Si vous ne faites pas attention, vous serez le prochain sur la liste des kidnappés. Et plutôt que de vous soulever, vous me parlez de soccer, bande de zombies. On me parle de tel joueur de tennis qui vient d'emporter. On s'en fout de cela, merde. Je lance cet appel à mes frères de la diaspora. Il y a une réflexion à faire. Si nous voulons provoquer la révolution en Haïti, nous devons peut-être désormais couper le tuyau. Le tuyau de ces 50 dollars, le tuyau de ces 100 dollars. Et vous savez le pire? Parfois, on envoie de l'argent pour quelqu'un en Haïti. Savez-vous ce qu'il fait avec cet argent-là? Mais il va danser son Sweet Mickey en République dominicaine. On lui envoie de l'argent, n'est-ce pas? Plutôt que de s'acheter quelque chose à manger, mais il s'achète des minutes sur sa carte pour aller regarder tel autre vaurien, n'est-ce pas, sur Facebook ou bien sur YouTube. On lui envoie de l'argent pour se donner à manger. Eh bien, plutôt que de s'acheter quelque chose à manger, eh bien, mais vous savez quoi? Elle va chez la coiffeuse pour aller danser au bal de Tropicana et de que sais-je encore, bande d'inconscients. À un moment donné, là, il faut arrêter de croire au ciel. Il faut arrêter de croire à la prière. Il faut arrêter de croire en Jésus. Ça ne fout rien. Levez-vous. Et faites en sorte que ces politiciens qui détournent de l'argent, qui vous maintiennent dans cette situation de sous-humanité, faites en sorte qu'ils le regrettent pour toujours. Et mettez un terme définitif à ce régime d'apartheid, à ce régime plantationnaire. J'espère vous avoir été utile, dans l'espérance que l'émission d'aujourd'hui va susciter une réflexion et va secouer cette foutue classe moyenne réactionnaire et répugnante pour qu'il y ait une véritable révolution dans ce pays. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.